Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, la deuxième émission de l'année. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, une émission spéciale dédiée à la surveillance de masse et à la manipulation sur les réseaux sociaux. En effet, jusqu'où notre vie privée est traquée, comment les plateformes internationales que nous utilisons au quotidien deviennent des acteurs politiques à part entière pouvant même orienter nos choix et quelle est la place des journalistes à l'heure des réseaux sociaux. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec notre invité à travers de nombreux exemples qui risquent, tenez-vous bien, de vous faire froid dans le dos. Le numérique pour tous spécial manipulation en ligne et surveillance de masse, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Epelboin. Vous êtes spécialiste des médias sociaux, entrepreneur et enseignant à Sciences Po. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc depuis des années, vous alertez sur ce que l'on appelle l'astroturfing. L'astroturfing, c'est quoi ? C'est la manipulation de l'opinion publique via des outils numériques, ce qui vous a coûté d'ailleurs assez cher et vous nous en parlerez dans le cadre de cette émission. Et pour commencer, j'ai envie de justement rappeler une référence culturelle peut-être qui nous appartient tous. On se souvient du livre de George Orwell, 1984, qui nous présentait un peu un régime où la liberté d'expression n'existait plus et où les comportements étaient minutieusement surveillés grâce à des machines qui s'appelaient les télécrans dans les rues. Et donc il y avait ce fameux Big Brother. Et Fabrice, pour commencer, j'ai envie de vous demander si ce Big Brother, il est devenu une réalité aujourd'hui. Non, pas tout à fait, parce que, souvenez-vous, dans le roman d'Orwell, il y a un département d'État qui est en charge de réécrire l'histoire au fur et à mesure du déroulement des faits. Or, autant on est effectivement dans une période où on réécrit l'histoire, mais c'est pas du tout l'État qui réécrit l'histoire. C'est pas non plus l'État qui surveille vos moindres faits et gestes dans le but de vous faire adopter un comportement conforme à une norme. C'est vos voisins. L'État, certes, a mis en place des outils de surveillance absolument incroyables, mais il n'est pas en train de les utiliser à des fins orwelliennes. En tout cas, pas pour l'instant. Alors quand vous dites les voisins, il faut quand même avoir une certaine notoriété pour être mis sous les feux des projecteurs et être victime de ce type de surveillance. Ça vient très vite, la notoriété. Il suffit de dire une connerie et vous accédez à un statut national. Il suffit de regarder par exemple l'affaire Mila. Mila n'était absolument personne avant de devenir célèbre et même une référence dans le monde du harcèlement en ligne. Donc ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où il y a un dérapage, et on le voit chez tous nos hommes politiques, le mot, la phrase est utilisée, et à partir de là, vous allez être sous les yeux des projecteurs. Tout à fait, mais ça ne concerne pas spécifiquement les hommes politiques. Aujourd'hui, ça s'applique à quasiment l'ensemble de la population. Alors, on va parler justement de cette surveillance. On va commencer par ce que l'on appelle l'affaire Pegasus, qui est une affaire qui date de 2022. Et on va le rappeler, il y a eu 17 médias internationaux qui ont révélé une gigantesque affaire de cyberespionnage qui a ciblé d'ailleurs des centaines de journalistes qui défendaient les droits de l'homme. Rappelez-nous un petit peu les contours de cette affaire et dans quelle mesure elle augure quelque part cette surveillance systématisée, généralisée. Alors Pegasus date en réalité de 2016, c'est le moment où les spécialistes ont entendu parler de cette technologie. C'est une technologie qui permet de prendre le contrôle d'un téléphone et d'avoir accès à l'intégralité des contenus d'un téléphone, que ce soit un téléphone Apple ou un téléphone Android. C'est utilisé de façon extensive par une quantité faramineuse d'États, aussi bien des démocraties que des dictatures. C'est créé par une société israélienne qui s'appelle NSO, et ça a notamment été distribué dans le cadre des accords d'Abraham pour sceller en quelque sorte ces accords. C'est un peu la cerise sur le gâteau qui prépare ou conclut la signature d'accords diplomatiques entre une multitude de pays arabes et Israël, ce qui explique qu'il est en usage en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis comme au Maroc. Mais on le trouve en usage dans différents pays, aussi bien d'Amérique latine que d'Europe centrale. C'est le nec plus ultra du système qui permet de prendre le contrôle d'un appareil pour espionner la totalité de la vie d'un opposant politique, typiquement. Et c'est pas le seul. Il y a au bas mot une dizaine de technologies équivalentes. La France a l'équivalent, les États-Unis ont l'équivalent, la Chine aussi sans doute, et vraisemblablement la Russie. Mais disons que Pegasus est de loin celui qui a fait le plus parler de lui et celui qui est le plus impressionnant techniquement parlant, parce qu'il y avait absolument plus besoin, depuis les dernières versions, il n'y a même plus besoin de cliquer sur un lien ou quoi que ce soit. On peut prendre le contrôle de votre téléphone sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Mais justement, on dit que nos téléphones sont des radios à part entière et quand bien même ils seraient posés et éteints sur une table, on a la possibilité d'être écouté. C'est une réalité, ça ?
Si vous êtes infecté par Pegasus, oui. Maintenant, on ne va pas attaquer avec du Pegasus tout le monde. Ça coûte très cher. Donc c'est vraiment dédié pour des cibles très particulières qui ont une grande valeur. Si vous n'êtes pas dans un comité exécutif d'une grande multinationale, si vous n'êtes pas un élu qui prend des positions assez particulières, si vous n'êtes pas un journaliste qui fait des investigations qui embêtent certains États, vous n'avez absolument aucun risque de vous faire pirater par du Pegasus. Oui, mais pourtant, vous voyez bien, quand on prononce certains mots-clés, quand on a des applications ouvertes, je pense notamment à Instagram, on retrouve étonnamment les publicités qui correspondent aux mots-clés qu'on a évoqués sur son fil de discussion, parce que le micro est ouvert. En fait, c'est une légende urbaine. Il faut bien comprendre que la surveillance commerciale, telle que l'ont mis en place les réseaux sociaux, est capable de faire sens des choses les plus anodines qui soient. Il suffit, par exemple, on l'a découvert avec Cambridge Analytica, une 50aine de likes sur des choses absolument anodines comme de la musique ou de l'agroalimentaire permet de déterminer votre orientation sexuelle et votre orientation politique. Donc on a très souvent l'impression de ne pas avoir dit explicitement à un réseau social, en réalité un réseau publicitaire, que on avait l'intention d'acheter un lave-vaisselle par exemple, et on se retrouve à avoir des publicités pour des lave-vaisselle, tout en se rappelant qu'on a parlé du lave-vaisselle à une amie alors que le téléphone était posé sur la table. La réalité, c'est que le simple fait d'avoir liké 2 chanteurs et un marque de chips permet au système d'extrapoler le fait que vous êtes vraisemblablement à la recherche d'un lave-vaisselle. C'est un peu caricatural ce que je raconte, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. D'où, dans sa recherche d'une rationalité, d'une explication du tout, cette théorie conspi qui veut que le téléphone nous écoute, nous a entendu parler de lave-vaisselle, l'a transmis à une régie publicitaire qui nous pousse des lave-vaisselle. Mais non, Dieu merci, on n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. J'aimerais revenir sur ce qu'on a appelé les backdoors. Et il semblerait qu'à une certaine époque, en fait, les backdoors, ce sont des systèmes de failles, on va dire, dans les appareils mobiles. Et ces systèmes de failles étaient programmés intentionnellement par les constructeurs pour justement pouvoir accéder à l'information qu'il y avait dans votre téléphone mobile. Les backdoors, alors c'est pas du tout réservé au téléphone mobile, c'est dans tous les types de technologies. C'est des failles de sécurité qui sont laissées de façon parfaitement intentionnelle par le fabricant, de façon à pouvoir prendre le contrôle de la technologie qui vend ou donner ce contrôle le plus souvent à des agences de renseignement. Et c'est totalement intentionnel. Ça n'a rien à voir avec ces mêmes failles de sécurité qui peuvent être laissées par inadvertance, et il y a des failles de sécurité partout, et qui sont instrumentalisées par un tiers pour prendre le contrôle. Et donc, certains fabricants sont très connus pour mettre des backdoors. On pense par exemple à Cisco, qui est un fabricant d'infrastructures informatiques, ou un peu avant à Samsung avec ses téléphones Galaxy. Il y a plein d'exemples de technologies qui sont backdoorées, mais il y a aussi plein d'exemples de technologies qui ont juste des failles de sécurité qui ont été instrumentalisées. Typiquement, Pegasus, dont on parlait à l'instant, utilise des failles de technologie pour prendre le contrôle d'un téléphone, mais c'est pas des failles de technologie qui ont été laissées intentionnellement. C'est des failles de technologie sur lesquelles Apple, tout comme Google, travaille dur pour les colmater. Et en face, ils ont des sociétés telles que celle qui fabrique Pegasus, qui travaillent très dur, elles aussi, pour recontourner les nouvelles sécurités mises en place par Apple. Et c'est une course à l'échalote. Et généralement, c'est les méchants qui gagnent dans les courses à l'échalote. Alors, on va prendre un autre cas de surveillance, le cas de l'affaire Snowden. Snowden, pour mémoire, c'est un ancien employé de la CIA qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Et j'aimerais vous demander, est-ce qu'une telle affaire pourrait avoir lieu en France ? Elle a lieu en France. Elle a lieu en France. C'est ça qui est fascinant. L'équivalent de l'affaire Snowden en France, ça pourrait être par exemple l'affaire IOL, qui est le résultat de plusieurs années d'investigation d'un magazine dont je fais partie, qui s'appelle Reflet.info, qui a été publié en 2015, et dans Reflet et dans Mediapart, et qui expose par le détail la façon dont les réseaux français espionnent des citoyens français, avec l'aide d'entreprises françaises, et c'est passé totalement inaperçu. Donc la différence entre l'affaire Snowden et l'affaire IOL, c'est l'écosystème médiatique français. Vous nous faites frémir là, Fabrice. Non, c'est 2015, ça date, ça a 8 ans, c'est en place. Et depuis, on s'est aperçu typiquement, l'enquête d'Ariane Lavrieux dans Disclose a montré que la France s'était équipée de vidéosurveillance à reconnaissance faciale depuis 2016 de mémoire, alors que c'est parfaitement illégal. C'est pas, ça laisse rêveur sur la réalité de l'état de droit. Alors, cette observance, on va dire, elle se multiplie grâce aux réseaux sociaux, et tous les jours un nouveau réseau social voit le jour. Donc récemment, on a eu Threads, qui est propriété de Meta, qui est une alternative à X, anciennement Twitter, qui s'est lancé en décembre dernier. Quelle est votre opinion ? Vous avez circulé un petit peu sur Threads, ce réseau social qui a happé pas mal de gens qui étaient las en fait de cette haine sur Twitter.
Alors on pourra parler de la haine sur Twitter, mais le Thread est une extension d'Instagram. Donc déjà, ça impose d'avoir une cohérence entre son profil Instagram et son profil Thread. La plupart du temps, les gens ont déjà un profil Instagram qui la plupart du temps est plutôt orienté entertainment, et donc c'est clair que si vous avez accumulé ce qu'on appelle de l'e-réputation sur votre profil Instagram en balançant des photos de petits chats, vous n'allez pas tous aborder du jour au lendemain en prenant des positions politiques clivantes. Par ailleurs, Meta censure beaucoup plus que Twitter ou que TikTok. Typiquement, tout ce qui est en rapport avec le conflit israélo-palestinien est totalement censuré sur Meta. C'est-à-dire aussi bien Instagram que Thread, que Facebook. C'est une censure à la hache. Et du coup, oui, ça provoque beaucoup moins de friction, beaucoup moins de controverses, beaucoup moins de haine, vu qu'il n'y a plus de sujets sur lesquels il peut y avoir cette haine qui se développe. Néanmoins, les réseaux sociaux restent des outils extraordinaires de propagande. Votre position, si vous comparez un Thread, un TikTok, où on sait que la programmation de TikTok est différente en Europe et en Asie, quelle est votre vision justement du positionnement de ces réseaux ? Ce sont tous des acteurs de propagande. La meilleure illustration de ça, c'est les fameuses Twitter Files, qui était la façon dont cette propagande était utilisée techniquement, notamment par Twitter, avant que Elon Musk en reprenne le contrôle. Et ça permet de comprendre pourquoi effectivement aujourd'hui on a tout ce qu'on appelle ces fachos qui débarquent sur Twitter. C'est que très concrètement ils étaient massivement censurés avant, massivement censurés avant, que Elon Musk a mis fin aux équipes de modération, les a remplacés par de l'algorithmie qui a mécaniquement équilibré qui est censuré, ce qui fait que du jour au lendemain, quasiment du jour au lendemain, on est passé d'un Twitter qui censurait massivement l'extrême droite à un Twitter qui censurait de façon égale l'extrême droite et l'extrême gauche, où effectivement le mix final était très différent et était très mal vécu, notamment par ceux qui étaient très à l'aise qu'on censurait totalement l'extrême droite. Mais ça veut dire que les réseaux sociaux peuvent cautionner des politiques de sabordage de certains pays qui vont envoyer 200 modérateurs pour désinformer ou pour envoyer des fake news, des fausses informations. On n'a pas de réseau social, sachant qu'ils sont quasiment tous, à part TikTok, ils sont américains. Donc on a des exemples de réseaux sociaux qui ont accompagné des opérations de propagande américaines. Elon Musk a démantelé des opérations de propagande du Pentagone sur Twitter quand il a repris le contrôle. Et on imagine bien que si le Pentagone en fait, il y a plein d'autres services de renseignement américains et autres qui en font également. Mais on n'a pas à ce jour d'opérations de propagande menées par un pays qui n'est pas les États-Unis sur un réseau américain avec la caution du réseau américain. Pour l'instant, jusqu'ici, ça n'existe pas. On pourra s'en apercevoir un jour, mais pour l'instant, ça n'existe pas. TikTok, c'est un cas très particulier. D'une part, personne ne comprend bien comment ça fonctionne, mais on sait que c'est très différent de tout ce qui existe jusqu'ici. Et d'autre part, on a un exemple flagrant, c'est qu'il y a une version chinoise du TikTok qui est un outil de propagande qui prône le travail à l'école, les résultats scolaires, les grandes dates de l'histoire, le patriotisme, le bien commun, enfin tout un tas de choses tout à fait positives et en faveur évidemment du régime chinois et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que TikTok nous donne à voir à nous petits occidentaux. Ceci dit, il serait bon de se replonger dans les guerres de l'opium pour essayer de comprendre un peu le point de vue chinois aussi et de prendre un peu de recul historique. Fabrice, vous évoquiez qu'il suffit en fait d'avoir 200 modérateurs payés par un gouvernement pour saborder des élections. C'est une réalité qui nous pend au nez ? Oui, c'est à peu près la force de travail qu'a aligné Vladimir Poutine pour faire déferler ses trolls sur l'élection américaine. C'est à peu près la force de travail que ce même Vladimir Poutine a déployé en Afrique pour foutre la France à la porte de tout un tas de pays d'Afrique dans une opération combinée avec les milices Wagner. C'est pas un hasard si Wagner et l'armée des trolls c'est le même fondateur. Ça demande pas des investissements colossaux. Les agences qui font cette désinformation, notamment avec les fameuses armées trolls, c'est des forces qui se comptent en centaines. Fabrice, je vous propose de marquer une courte pause et l'on se retrouve après la pub où vous nous expliquerez notamment comment, avec une armée de 200 modérateurs sur les réseaux sociaux, il est possible de mettre le désordre dans un pays. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Fabrice Eppelboin, on se retrouve et vous nous expliquiez dans la première partie de cette émission qu'avec une armée de 200 modérateurs sur les réseaux sociaux, il est possible de mettre le désordre dans un pays. Concrètement, vous auriez quelques exemples sur ce point ? Oui, par exemple, dans le rapport du procureur Mueller, qui inventorie tout ce que les trolls de Poutine et d'autres agences ont fait
de façon à faire monter Donald Trump aux États-Unis, on a la même organisation qui fait une manifestation de Black Lives Matter avec en face, qui organise aussi une manifestation des Proud Boys, qui sont une milice extrême droite américaine. Le but étant justement d'avoir ces deux manifestations qui se confrontent d'un côté à de l'autre de la rue. En France, on a eu là encore les trolls de Poutine qui ont mis en scène une action féministe dans le métro qui consistait à verser de l'eau de javel sur un pauvre garçon qui avait le malheur de faire du manspreading. Manspreading, c'est-à-dire d'écarter les jambes quand on s'assoit pour un garçon. Et qui a fait énormément de buzz jusqu'au moment où on s'est aperçu que c'était absolument pas une action féministe, c'était les trolls de Poutine. Ce qui montre bien qu'ils se rangent absolument pas du côté de ceux dont ils soutiennent la cause. Et ils cherchent juste à créer de la tension dans tous les camps qui ont une expression un peu radicale. Vous avez des trolls de Poutine planqués aussi bien parmi les féministes que les ultras à gauche, à droite, partout. Donc des trolls de Poutine, ce sont des modérateurs qui vont sur les réseaux sociaux et qui envoient en fait... Sachant que c'est une figure de style, hein. Il n'y a pas que Poutine qui fait ça. Loin de là, il y a facilement une dizaine de nations qui sont à l'œuvre aujourd'hui sur le territoire français, enfin sur le territoire des réseaux sociaux français, et qui infiltrent absolument tout pour créer un maximum de tension, parce que il y a beaucoup de nations qui ont tout intérêt à provoquer un effondrement du système actuel en France. Alors Fabrice, on vous a précisément accusé de complotisme, hein, ce qui vous a valu quand même 2 ans de mise à l'écart par vos différents clients, et vous avez bien évidemment remonté la pente après. Racontez-nous un petit peu votre parcours. En fait, moi j'ai commencé à faire du journalisme en 2008. J'ai commencé à en faire avec des gens ultra sérieux, des vrais journalistes qui m'ont un peu appris le métier, il faut être honnête. Et on a fait du journalisme sur la cyber. Et on a découvert dès 2011 la complicité qui existait entre des entreprises cyber françaises et les pires dictateurs de la planète. C'était la face cachée de l'affaire Techedin. Donc on a investigué là-dessus dès 2011 et on s'est pris dès 2011 d'immenses campagnes de diffamation sur la thématique. C'est des conspis, c'est des complotistes, ils racontent n'importe quoi. Et en fait, jusqu'à 2013 et Snowden, qui a révélé exactement la même chose aux États-Unis, on était officiellement des complotistes. Et on a été considérés comme des complotistes, c'est-à-dire avec tous l'exclusion sociale et la perte de revenus, hein, parce que pour moi qui suis entrepreneur, c'est cataclysmique. Ça a des conséquences dramatiques sur votre chiffre d'affaires. Donc j'ai vécu ça pendant 2 ans, et puis effectivement, quand Snowden est arrivé, tout le monde s'est bien aperçu qu'on racontait rigoureusement la même chose, qu'on avait exactement les mêmes explications techniques, et que donc de toute évidence, c'était pas du complotisme. J'ai eu quelques personnes courageuses, notamment Gilles Babinet, que je tiens à remercier ici, qui fait partie des courageux, qui m'ont appelé et qui m'ont dit: je suis désolé, j'ai cru, j'aurais pas dû, mais la plupart du temps, les autres ont baissé les yeux. Hein. En France, c'est pas... Mais alors, Fabrice, pour vous, les réseaux sociaux sont une vraie menace pour les journalistes ? Ah oui. Soyons clairs, les journalistes, pour 99% d'entre eux, font l'intermédiation entre des faits et le grand public en rajoutant un angle politique. Et les consommateurs, parce qu'on va même pas appeler ça des auditeurs, vont aller choisir les journalistes en fonction de l'angle politique choisi. C'est une situation qui est cataclysmique pour avoir une population qui comprend ce qu'il fait. Les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment Twitter, sont capables d'absorber les faits, et les intelligences artificielles sont parfaitement capables d'en faire sens, au sens informatique du terme, pas au sens humain du terme, mais en tout cas d'en proposer ce qui fait office d'un article. Et donc, on est à 1 an, dans le meilleur des cas, d'une intelligence artificielle qui pourra remplacer l'essentiel de ce que font les journalistes. ChatGPT, vous pouvez lui dire, à partir de ce fait, fais-moi un article racontant ça sous un angle plutôt extrême droite, plutôt extrême droite, plutôt pro-gouvernemental. ChatGPT va vous faire l'angle, va vous faire tout ce que fait un journaliste aujourd'hui. Et selon vous, alors si je m'appuie sur ce que vous dites, est-ce que les journalistes peuvent toujours exercer leur métier, ou en fait ils sont les vecteurs d'un pouvoir politique quelque part qui les finance ? Alors j'ai une position un peu radicale là-dessus. Hein. Pour moi, il y a une centaine de journalistes en France, pas plus. Les autres, c'est de la communication. C'est pas du journalisme. Si vous n'emmerdez personne avec votre travail de journaliste, vous faites de la communication. Et ça, c'est le cas de 99% des détenteurs de cartes de presse. Les journalistes qui, effectivement, posent un problème à l'État, sont d'ailleurs en France, Ariane Lavrieux l'a montré, maintenant désormais mis sous écoute, c'est très très peu de monde. C'est quelques centaines à tout casser. Les détenteurs de cartes de presse, il y en a 60 000 en France. Donc on n'a plus vraiment de journalisme en France. On a essentiellement de la communication. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut trouver une information de qualité justement par rapport à toutes ces influences, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à ces influences politiques, la vraie information, où la trouve-t-on ? On peut accumuler au fil du temps des sources en qui on a confiance.
tout en remettant régulièrement à l'occasion la confiance en question. Mais on peut pas se fier médias, ça a aucun sens. Par contre, il y a aussi bien des experts que des journalistes en qui on peut avoir confiance sur des sujets très précis. Pas sur n'importe quoi, mais sur des sujets très précis. À partir de là, vous accumulez une quantité de journalistes dont vous faites confiance sur le point de vue parce que vous connaissez leur angle, parce que vous connaissez éventuellement leurs préjugés, parce que vous connaissez leurs intentions politiques, parce que vous y adhériez ou non, vous êtes capable de comprendre ce filtre. Typiquement, Jean Quatremer sur ce qui se passe en Europe, c'est une ressource précieuse. Ça l'empêche pas d'avoir son point de vue, ça l'empêche pas d'avoir son angle de vue politique, mais toujours est-il que si vous voulez comprendre la complexité des mécanismes européens et son actualité au fil du temps, vous êtes obligé de vous reposer sur un tiers, parce que sinon c'est absolument incompréhensible. Alors Fabrice, on y revient, on parlait de surveillance en introduction. J'aimerais vous demander, cette surveillance de masse en France, elle pourrait affecter la vie privée des individus, et notamment leur vie sur les réseaux sociaux ? À terme, oui. Pour l'instant, non. L'État a plus la moindre autorité. Donc aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est pas le Far West, faut pas déconner, il faut pas aller trop loin. Mais on est quand même noyé dans la masse d'une délinquance généralisée en termes de liberté d'expression qui existe pas vraiment en France. Donc pour l'instant, c'est pas phénoménal. Demain, c'est juste une question de volonté politique. Si on appliquait la loi sur les réseaux sociaux, ça pourrait avoir des conséquences très visibles. Et on n'est pas protégé par des articles comme le DSA, le DMA sur la vie privée et sur cette étanchéité ? Le DSA, il a privatisé la justice. C'est juste, on s'est débarrassé du problème de l'absence de justice dans le monde réel sur une privatisation au profit des réseaux sociaux qui n'ont pas plus les moyens que l'État d'appliquer la justice. Mais concrètement, Fabrice, il y a des signes qui indiquent qu'il y a une surveillance accrue justement sur ces plateformes et qu'on est quand même sous l'emprise de ce Big Brother ou de ce Little Brother. Sur un Big Brother étatique. Si on regarde Crépol, les manifestants qui ont voulu aller à Romans-sur-Isère pour faire une espèce de contre-manifestation ont été arrêtés dès leur arrivée. Toutes les manifestations qui ont émergé dans la semaine qui a suivi Crépol ont été complètement contrôlées et totalement fichées. Et là, on a effectivement eu une démonstration parfaite de l'extrême surveillance. Simplement, c'est pas la même intensité, on va dire, que l'État utilise pour lutter contre cette forme d'opposition politique que pour tout un tas d'autres oppositions politiques dans lesquelles, typiquement l'affaire Mila, on a eu plus de 10 000 personnes qui ont très clairement enfreint la loi française sur les réseaux sociaux vis-à-vis de Mila, et on a eu 7 ou 8 personnes qui ont été soigneusement sélectionnées pour faire valeur d'exemple, ce qui n'a eu zéro impact sur un message qui est pourtant très clair. Il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. Si vous faites une infraction sur les réseaux sociaux, on vous trouvera dans 99,99% des cas. En conclusion, on parlait de surveillance pour commencer cette émission. Jusqu'où doit-on avoir peur ou quel comportement adopter en tant qu'auditeur, consommateur, citoyen ? Le seul comportement à adopter, c'est d'arriver à comprendre les choses et de se méfier comme la peste des explications simplistes faites par des gens qui n'ont pas de compétences particulières et qui vont dans le sens de ce que vous avez envie d'entendre. Et ça, c'est valable pour n'importe quel type d'information. Une information qui va dans le sens de vos idées devrait susciter beaucoup plus de méfiance et de remise en question qu'une information qui va au contresens de vos idées. Et ça, c'est un mécanisme qui n'est pas évident du tout à adopter. Mais c'est vraiment la meilleure chose à faire. Si on vous dit quelque chose qui va exactement dans le sens de ce que vous avez envie d'entendre, il faut vraiment développer des mécanismes de défense là-dessus. Le sens critique. Merci beaucoup Fabrice Eppelboin pour votre éclairage. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur ces fameux réseaux sociaux, mais avec modération. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.